Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Alors mes amis, beaucoup d'actualités ces temps-ci, et parmi cette actualité figure un fait assez dramatique survenu il y a quasiment une semaine avec la mort de cette jeune fille, chose dont vous avez sûrement tous entendu parler. Et bien sûr, la première chose qui vient à l'esprit d'une personne normalement constituée, c'est forcément la peine et le dégoût. Car au-dessus de tout détail qu'on peut évoquer, il s'agit là d'une enfant de 12 ans qui aurait pu être la fille de n'importe qui parmi nous, et le cœur du message exclut bien sûr toute question de couleur, d'origine. Donc pour les balourds qui pointeront le bout de leur nez à demander de quelle origine ou religion était-elle afin de oui ou non pouvoir se lamenter sur son sort ou pas, je vous préviens, restez à vos places car je vous vire sans discuter. Cette vidéo sera en deux parties car je ne vais pas pouvoir tout dire ici. Avant même de commencer, sachez une chose, et là je m'adresse aux émotifs qui me diront « Ouais mais Kamel, c'est bon, elle est plus des nôtres, soyons dignes, ils n'en parlent plus. » Vous sérieusement, mettez-la en veilleuse. Ce qui fait que ces sujets restent au point mort et se répètent, c'est justement parce qu'une fois les faits commis, on jette ça dans une boîte après une semaine de pleurniche, aucune recherche en profondeur, en gros circuler, y a rien à voir et on retourne à la case départ. J'ai fait la même connerie sur l'affaire de Ryan qui, rappelez-vous, était tombé dans un puits, de ne pas aller au-delà de la première vidéo que j'avais faite. J'étais censé en faire une seconde pour mettre le doigt sur des détails assez sordides et passer sous silence hormis sur quelques chaînes arabophones, mais vu l'émotion qui planait à cette période, je me suis dit passons, car je n'avais pas la tête à me farcir tous les idiots naïfs et émotifs. Mais cette fois, je ne vais sûrement pas m'auto-censurer pour des petits pleurnicheurs pleins de phrases toutes faites. En taisant certaines choses, nous laissons le boulevard aux chasseurs de boucs émissaires qui, eux, ne se censurent pas une seconde et ne font que jeter l'opprobre sur les Maghrébins en général, faisant monter la température. Et je dis bien les Maghrébins, oui, et en général. Car dites-moi quel futur candidat au déséquilibre mental tel que ce sera qualifié et qui voudra faire valoir cette fameuse loi du talion fera le distinguo entre un Algérien et un Marocain. C'est donc l'affaire de tous. Cette vidéo va donc se diviser en deux parties. Un petit rappel des faits suivi de ma vision de la chose, puis ensuite nous analyserons le côté récupération des mêmes réacs qui depuis vendredi dernier s'emparent de cette affaire pour des intérêts qui ne vous surprendront pas. Donc, petit rappel des faits. Tout d'abord, sachez que je ne parlerai pas des parents et je vous invite à en faire autant car je ne pense pas que ce soit utile, même si je sais ce que vous direz. Regarde son Facebook, il y a des trucs bizarres. Honnêtement, arrêtez ça les amis et soyez dignes. Donc nous avons une petite fille de 12 ans prénommée Lola, vivant dans le 19e, qui rentre du collège vendredi dernier, accompagnée d'une jeune femme d'après ce que montrent les caméras de surveillance. Cette jeune femme de 24 ans l'accompagnant serait une marginale qui aurait sa sœur résidant dans le même immeuble que la petite fille. Elle la fera monter dans l'appartement de sa sœur, lui fera prendre une douche d'après les déclarations qu'elle aurait faites aux enquêteurs, suite à quoi elle l'aurait attrapé par les cheveux, aurait mis sa tête entre ses cuisses, provoquant d'après ses dires un orgasme, et suite à cela, elle avouera l'avoir bâillonné de scotch sur le visage, ce qui d'ailleurs causera le décès d'après l'autopsie. Ensuite, elle expliquera avoir mis de la musique, avoir bu un café avant de reprendre ses activités sordides. C'est alors que post-mortem, elle lui assénera plusieurs coups de couteau et de ciseaux, s'acharnant sur elle au point de quasiment lui détacher la tête du reste du corps. Elle aurait alors récupéré de son sang dans une bouteille qu'elle affirmera avoir bu, suite à quoi elle aurait enfermé la fillette dans une malle, et à partir de là, plusieurs versions. J'ai vraiment pris le temps de bien toutes les analyser, raison pour laquelle je n'ai pas souhaité faire cette vidéo à la hâte, et la version la plus probable serait qu'elle aurait quitté l'appartement de sa sœur, tirant 2 valises cabines ainsi que le corps de la petite dans une malle. On en vient maintenant aux autres personnes impliquées dans cette affaire. On a d'abord un homme de 29 ans qui se serait vu proposer par la suspecte la vente d'éléments contenus dans la malle, et ce, à proximité directe des lieux où s'est déroulé le crime. Elle aurait ensuite déambulé dans la rue et finira par faire appel à un ami, et cet ami est la deuxième personne impliquée, le fameux Rachid qu'elle appellera et qui ira à sa rencontre dans la fameuse Dacia. Il l'aidera à charger la malle dans son coffre et l'emmènera chez lui à Asnières dans le 92, pensant en même temps passer une bonne soirée avec elle. Sauf qu'arrivé chez lui, il finira par comprendre qu'il y a quelque chose de louche
louche avec le contenu de cette malle. Elle passera en tout 2 heures sur place avant que cet ami ne lui appelle un VTC pour se débarrasser d'elle. Le seul problème, c'est qu'il omettra de la dénoncer à la police et finira donc poursuivi pour recel de cadavre. La suspecte va alors quitter les lieux avec sa malle, va retourner sur les lieux du crime et va déposer la malle dans les parties communes extérieures de l'immeuble. C'est alors qu'entre en scène la troisième personne impliquée, un SDF de 42 ans qui fera la macabre découverte de la malle et de ce qu'elle contient. Il préviendra alors la police et en attendant, la suspecte, elle s'en ira passer la nuit à Bois-Colombes où elle sera interpellée le lendemain matin par la police en compagnie de la dernière personne impliquée, celui qui l'aura hébergée cette nuit. La dernière personne faisant partie des suspects placés en garde à vue est sa sœur de 26 ans. Maintenant, il faut savoir que parmi les 4 personnes placées en garde à vue, 3 dont la sœur ont été relâchées sans aucune poursuite à leur encontre et la 4e, celui qui l'aura aidé à déplacer la malle dans sa Dacia, sera donc poursuivi comme je vous le disais avant pour recel de cadavre. Maintenant, j'aimerais m'adresser à vous qui m'écoutez et qui venez d'entendre ce déroulement de l'affaire. Je vous demande à présent une chose simple. Avez-vous cru en ce narratif officiel? Sérieusement, mes amis. Perso, quand les médias me disent de ne surtout pas creuser une voie, c'est que c'est la bonne. Qui est franchement assez naïf pour croire tout ce que je viens de décrire? Et je vais vous dire pourquoi, pour moi, 90% de ce que je viens de vous dire ne tient pas. Premièrement, on a une gamine de 12 ans qu'on entraîne dans un logement sans qu'elle ne bronche une seconde. Dans un logement qui n'est pas le sien, qu'elle ne connaît pas. On lui demande de prendre une douche et elle s'exécute. Vous êtes nombreux à avoir des enfants ici du même âge. Quand vous leur demandez d'aller à la douche, étant vous-même leurs propres parents, quelle est leur réaction? Comment réagissent-ils? Il est très rare que ces derniers obtempèrent sans broncher, nous sommes d'accord. Alors imaginez maintenant cet enfant, dans le logement d'une tierce personne qu'elle ne connaît pas, dans un endroit qu'elle ne connaît pas, et on voudrait faire croire qu'elle se serait exécutée en allant prendre une douche en présence d'une personne lui étant hostile, car les images ainsi que les commentaires qui l'ont accompagnée expliquent bien que la petite la suivait avec méfiance. C'est pourquoi quand un fait survient, il faut être très attentif aux premiers commentaires qui sont faits, car la suite c'est que de la correction avec de la suppression de passages gênants. Mais en tout cas, les premiers commentaires faits sur les plateaux télé décrivent une gamine méfiante. Ensuite, comment expliquer qu'une personne même de 12 ans puisse se laisser bâillonner sans même se débattre par instinct de survie, car l'instinct de survie, mes amis, ne consiste pas seulement à répondre à oui ou non à une requête. C'est beaucoup plus vif et plus violent. Prenez l'exemple d'un enfant se faisant ausculter chez un médecin. Vous avez sûrement vécu ce moment où le médecin vous demande de tenir l'enfant pour faire ce qu'il doit faire. Alors une gamine de 12 ans, les amis. Sachant que sur l'image de vidéosurveillance, on voit qu'elles ont quasiment la même taille. On n'a aucune trace de bagarre, aucune trace de sang dans le logement déclaré dans tous les articles de presse. Une femme de 24 ans aussi chétive que la victime qui serait capable d'autant de remue-ménage. Sérieusement les amis, qui peut y croire? La réalité pour moi est tout autre. Pour moi, très clairement, ce crime a été commis par plusieurs personnes, parmi lesquelles se trouvait quelqu'un de très méthodique. La personne ayant tué cette petite fille savait parfaitement ce qu'elle faisait. Ensuite, comment expliquez-vous que plusieurs personnes ayant croisé le chemin de la suspecte aient décrit son comportement pour le moins mystérieux, comme le rapporte ici Midi Libre, précisant que la jeune femme aurait été aperçue en chaussettes dans la rue, criant plusieurs fois « Il l'a fait !» Il l'a fait. Les personnes présentes sur place d'ailleurs sont plus précises et disent qu'en effet, elle faisait des allers-retours dans la rue au téléphone et en chaussettes, et elle cria à son interlocuteur au téléphone « Il l'a fait !» Il l'a fait. Qui a fait quoi, mes amis? De qui parlait-elle? Vous imaginez bien que si la police avait exploité la téléphonie, elle serait remontée à cette personne qu'elle avait appelée au téléphone, et à cette heure-ci, on n'aurait pas juste 2 personnes poursuivies. Parce que dans la presse, on tente de nous faire croire qu'elle se serait battue contre un fantôme. Cela perd tout son sens, car elle parle de quelqu'un qui aurait fait et non d'elle-même qui aurait fait. En l'occurrence, qu'elle aurait battu ce fantôme, donc je vous le redis, maîtriser et tuer une personne ne se fait pas aussi facilement et seul. Ce qui confirme davantage que plusieurs personnes étaient présentes dans cet appartement. Pourquoi également n'a-t-il pas été fait mention des nombreuses scarifications présentes sur son corps, ainsi que le dessin d'un pentagramme? Ils n'ont parlé que du 0 et du 1 sous chacun de
ses pieds comme pour éloigner des informations qui pousseraient les gens à s'intéresser à quelque chose qu'ils occultent depuis bien trop longtemps. Également, du scotch ainsi qu'un cutter ont été retrouvés au 3e sous-sol. Si c'est bien en relation avec ce meurtre, qui les a amenés là et pourquoi? La réalité que beaucoup préfèrent ignorer, c'est que les enlèvements d'enfants, leurs tortures, les prélèvements de sang et d'organes sont monnaie courante depuis des décennies, mais ne sont pas décrits comme il le faudrait dans leur entièreté pour justement tenir les gens à l'écart de cette vérité ainsi que de ces pratiques, car les crimes de sang sont monnaie courante jusqu'au plus haut sommet de beaucoup d'États à travers le monde. Quand par exemple ils arrêtent un tueur en série, ils vous fabriquent systématiquement une histoire pour faire passer le tueur pour un déséquilibré mental, ayant eu une jeunesse chaotique, des parents violents, que la personne aurait subi des sévices, qu'elle aurait fini par développer cette attirance pour les jeunes enfants, ce qui peut être vrai dans certains cas, mais jamais ils évoqueront les potentiels réseaux se cachant derrière ces rabatteurs. Il a d'ailleurs été prouvé par le passé dans les affaires de tueurs en série ayant défrayé la chronique, comme par exemple celle de Marc Dutroux, que les enlèvements d'enfants étaient des commandes. Ce sont ses propos. Prenons aussi l'affaire récente de la petite Maëlys. Là encore, Karl Zero, un des spécialistes des affaires pédocriminelles, le crie haut et fort depuis le début de l'affaire que le cas de la petite Maëlys s'apparenterait plus à une commande qu'au simple meurtre d'une gamine. On peut prendre également la terrible affaire Zandvoort. Là, je vous en parle même pas, c'est juste terrifiant. Rappelez-vous également de l'affaire de la petite Maddie McCain, cette Britannique disparue lors de vacances au Portugal avec ses parents. Eh bien, cette petite fille fut pour moi la confirmation que les enlèvements d'enfants se font de manière très sélective. Voyez-vous sur cette photo de la petite Maddie, on peut voir ici sur son œil un signe qui ne trompe pas. Cette marque que personne ne peut ignorer et que vous pourrez voir sur toutes les photos d'elle sont le signe clair que cette petite était un enfant Zohri. Les enfants Zohri, mes amis, sont des enfants ayant certaines particularités. J'ai fait plusieurs vidéos par le passé sur ce sujet et je vous invite à les retrouver sur ma chaîne et les visionner, ce qui vous montrera que certaines personnes portent des signes depuis leur naissance que d'autres ne portent pas, comme les lignes droites sur les paumes de leurs mains. Vous avez également des taches bien spécifiques dans les yeux, comme pour la petite Maddie, des couleurs de cheveux très claires. Ça peut être une ligne droite verticale sur la langue qui la coupe littéralement en deux, un strabisme et d'autres signes qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer ici. Ces enfants, qui peuvent aussi être des personnes ayant atteint l'âge adulte, sont très recherchés car convoités par les démons eux-mêmes. On y croit ou on n'y croit pas, ce n'est pas mon problème. Ils ont dans leur sang une particularité. Au Maghreb, ceci est très répandu. Les choses se sont de nos jours calmées, mais il pouvait arriver il y a 15 ans de cela, de retrouver des charniers d'enfants mutilés et complètement vidés de leur sang. Ces enfants sont généralement sacrifiés pour accéder à des choses enfouies dans le sol et gardés très fermement par des entités démoniaques. Et ils peuvent être également utilisés dans la manipulation de démons, c'est-à-dire que la personne qui offrira ce sang pourra plus facilement manipuler un démon à sa guise dans des pratiques bien précises qu'il n'est pas utile de préciser. Et je parle bien de maîtriser le démon et non un simple djinn. Ces enfants sont fortement recherchés, ne prenez pas ceci à la légère. Si vos enfants portent ces marques, un conseil, gardez-les comme du lait sur le feu. N'attendez pas qu'un tel drame se reproduise pour regretter. Ces pratiques sont loin de concerner que les pays d'Afrique. Ces pratiques sont tout aussi répandues en France et partout en Europe ainsi qu'aux États-Unis. Quand un enfant est enlevé, sacrifié, comprenez qu'ils ne prennent pas le premier venu. Bien sûr, beaucoup de cas d'enlèvement peuvent concerner le trafic d'organes, la prostitution et bien d'autres choses. Mais tout ce qui touche au sacrifice de sang, croyez-moi que les cibles ne sont plus n'importe lesquelles. Il faut que l'enfant soit porteur de signes bien précis, comme ce fut le cas pour la petite Lola, qui sur cette photo que j'ai trouvée par hasard sur le profil de sa mère sur Facebook, portait bien la ligne droite sur la paume de sa main, et vous avez ici à l'extrémité ce pli, caractérisant clairement le trait allant jusqu'au bout de sa paume. Ces enfants sont activement recherchés par les chasseurs de trésors, mes amis, par les marabouts qui, en échange de services rendus, sacrifient ces enfants aux démons. Les albinos sont tout autant recherchés pour les crimes rituels. Allez donc demander à Maître Pims la raison pour laquelle dans ce clip nommé Marabout, ça ne s'invente pas, la raison pour laquelle il a simulé le sacrifice d'un albinos. Ces sorciers de rappeurs qui passent plus de temps chez les marabouts qu'en studio savent ces choses-là. Toute cette industrie baigne dans le
sang des rituels, ce qui leur a permis une telle ascension contre service rendu. Et ces services rendus, mes amis, consistent à égarer ceux qui les suivent dans toutes sortes de turpitudes. D'ailleurs, frères et sœurs algériens, où sont les têtes de gondole comme DJ Snake pour défendre le drapeau dans des moments pareils? Ah non, excusez-moi, nous ne sommes pas au mois de juillet. Mais plus sérieusement, c'est pourquoi je vous le dis que vous êtes piégés par l'assimilation. Mais bref, ici je vous le dis sans sourciller, pour la petite Lola, on est clairement en présence d'une tuerie sur une personne portant des signes bien distincts de personnes très recherchées dans le monde des crimes rituels. Mais vous allez voir que d'un tel drame, ils sont capables de faire bien plus. En temps normal, je ne suis pas aussi affirmatif. Mais ici, tout porte à croire que ce crime est purement satanique et correspond également au calendrier lunaire dans lequel vous avez pour chaque période de l'année et en fonction des cérémonies, tout ce qu'il faut pour mener à bien leurs opérations. Et si vous regardez pour la période de la disparition de la petite Lola, on trouve ici qu'il est question d'enlèvement. Vous avez également ce terme abduction qui signifie l'action d'emmener quelqu'un de force contre son gré, etc., etc. Perso, j'en parle depuis des années maintenant, à travers beaucoup d'autres chaînes qui m'ont été supprimées, mais malheureusement quand j'en parle, beaucoup ne le prennent pas au sérieux. Pourtant, dans nos pays, on a une longueur d'avance sur ces phénomènes pour mieux les comprendre. Donc que les gens n'y croient pas, ok, mais ne faites pas les dévaster quand ce genre de choses arrive. Pour combattre son ennemi, il faut le connaître. Et n'importe qui parmi vous est de potentiels candidats à partir du moment où vous avez des enfants et que ces derniers portent ces signes. Donc l'urgence est déjà de se rappeler qu'un enfant seul dans la rue en 2022 s'appelle de l'inconscience, Zori ou non. En France, c'est une disparition toutes les 10 minutes. En 2021, ce n'est pas moins de 43 870 mineurs qui ont été inscrits au fichier des personnes recherchées et plus d'un tiers ne sont jamais retrouvés. Donc ne laissez jamais vos enfants livrés à eux-mêmes dans la rue, même si pour vous le trajet est court et sûr. Sur 10 minutes peut arriver le drame, surtout qu'Halloween arrive. Date importante pour eux. Donc au final, mes amis, on a la principale suspecte et la personne l'ayant déplacée jusque chez lui à Asnières et qui manifestement ne savait pas ce qu'elle venait de commettre. Ces deux personnes sont poursuivies dans cette affaire. Le noyau dur, lui, ne sera jamais mis au grand jour, tout comme on a toujours mis sous le tapis le genre d'affaires comme les sous-sols de la Défense, qui était clairement une scène d'horreur. Du sang partout, des salles de torture dans lesquelles les murs étaient drapés d'inscriptions plus que claires, mais personne n'en parle bizarrement. Je vous laisse regarder la vidéo des jeunes ayant découvert cet endroit. Écoutez. Ça, il n'y avait pas Meka, l'Union. S'il te plaît, bouge. Non, mais ça me fait peur, Yacine. Regarde le cercle là. Et je vais aller à la mosquée, moi. Moi, je vais à la mosquée, je vais faire un. Non, mais moi, je bouge, moi. S'il vous plaît, attendez-moi. Je marche pas tout seul. S'il vous plaît, attendez-moi. Je marche pas tout seul. C'était écrit ça? C'était écrit ça avant? C'est en français? C'était pas écrit ça avant. Viendra plus elle viendra, plus le temps viendra-t-elle. Non, c'est pas des trucs là, c'est juste écrit en français, c'est pas. Mort mais revendiqué. Eh, c'est mort, je suis un policier, là. Mais oui, c'est bon, on va fermer là-bas. Je vais juste montrer ça à ma soeur parce que c'est ce que je veux. Ça, mes amis, c'est une réalité. Beaucoup se sont demandé, mais pourquoi faire ça dans les sous-sols de la Défense? Eh bien, la réponse, vous l'avez dans mes dernières vidéos concernant les énergies et les sacrifices faits aux intersections dans lesquelles la concentration d'énergie est forte. On parle là des fameux vortex. Il faut savoir qu'à Paris, par exemple, une des veines énergétiques s'aligne sur l'axe de la Défense en passant par l'Arc de Triomphe jusqu'à l'obélisque de la place de la Concorde. Les sacrifices qui sont faits sur ces lignes énergétiques
pratiques ont un sens. Je vous l'expliquerai dans une seconde partie car ça demande à développer le sujet un minimum et je n'aurai malheureusement pas le temps de le faire ici. Tant que vous ne comprenez pas ceci, vous ne pouvez pas comprendre la véritable raison des disparitions d'enfants. Car dire que les enfants disparaissent est une chose, mais savoir pourquoi et surtout lesquels disparaissent en est une autre. Écoutez ce que dira ce même jeune sur ce qu'ils ont découvert dans ces mêmes sous-sols. Donc avec mes potes on sort et là on se dit waouh c'était chaud etc, c'est thug, qu'est-ce qui se passe, on se dit les gars venez on rentre et tout, il est tard, il était 1h du matin, on était rentré à je sais pas à 21h dans le truc, on était entre le 3 et le 5 janvier, c'était une semaine après qu'on a commencé à, une dizaine de jours après qu'on a commencé à rentrer dans ces sous-sols, et là on se dit vas-y les gars on sort, il y a encore plein de trucs, parce qu'en fait le cauchemar, donc la grande salle en fait où clairement ça semblait être l'ancien bidonville en fait, parce qu'il y avait un truc des années 70, il y avait plein de salles, comme s'il y avait genre un ancien hub commercial, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors on y retourne 2 jours plus tard pour explorer tout ce qu'il y a et tout. On prend comme d'habitude bouteille d'eau, des snacks, une lampe torche et un pied de biche, enfin un pied de biche, un bâton quoi. Et on y va et on se dit les gars venez, ça m'intrigue de ouf, venez on retourne au sous-sol. Donc là on y retourne, mais nous on y retourne dans l'optique de montrer ce qu'il y avait, tu vois. Donc on y va, on ramène 2 nouvelles personnes avec nous, on leur fait astaghfirullah, regardez et tout, je leur montre la bouche d'égout qui était ouverte cette fois-ci, etc. Et là il y a un de mes gars qui me dit Wissem, parce que je m'appelle Wissem, regarde, il y a des nouveaux trucs. D'ailleurs, j'ai été filmé à ce moment-là, mais on a tout supprimé de ce qu'il y avait. J'étais filmé à ce moment-là. D'ailleurs, j'étais filmé à ce moment-là, et tu vois mon visage qui se décompose, parce que ça m'a littéralement choqué, en fait, qu'on me dise qu'il y avait des trucs en plus. Et là, le mur, qui fait une dizaine de mètres de long, non, vraiment un peu plus, tu vois. C'est la moitié d'un court de basket, il était entièrement recouvert. Il faisait 4 mètres de haut, 4-5 mètres de haut, et il était entièrement recouvert. Et il y avait des noms, cette fois-ci, il y avait plein de noms. Il y avait plein de trucs, il y avait des dessins énormes, il y avait des étoiles. Et il y avait des traces sur le sol, des traces noires. Comme c'était du sang séché. Et là, on a remarqué un truc qu'il n'y avait pas avant. Il y avait une porte en métal qui était éclatée contre un des murs. Et on se dit, qu'est-ce que c'est? Elle était éclatée et ouverte. En fait, elle était ouverte en deux. Genre comme si on avait mis un coup de hache au milieu. Et à côté, il y a écrit RIP. Avec 3 noms. Je me souviens juste d'un nom. Mais je vais pas le dire. Je le dirai pas et je le dirai pas. Je veux pas, je sais pas qui c'est peut-être un démon. Donc il y avait une porte avec ce nom-là. Il y avait aussi d'autres noms écrits dessus. Et là on commence à esquiser, on se fait waouh, qu'est-ce que c'est que cette chose, et tout. On commence à avoir très peur. Et on décide de vouloir partir. Et là en fait, mon pote il fait venez pour rigoler, hein, venez on descend en bas du truc des égouts. Donc on regarde en bas des trucs des égouts. Et en fait on voit qu'il y a du linge en bas, des vêtements tachés de sang qui sont en bas. Et on voit une grosse flaque de sang en bas. Donc clairement ils ont égorgé quelqu'un ou peu importe au-dessus de l'égout et ils l'ont têché dans l'égout. Parce que c'est pas normal, c'était une flaque énorme. Genre c'était une flaque énorme. Genre ça se voyait, l'égout il était encore à 10 mètres en dessous. C'était une grande échelle pour aller jusqu'en bas de l'égout où l'eau passait et on voyait une grosse flaque de sang coagulé. On commence à paniquer. Mon pote il commence à rigoler, il efface un truc sur le mur. On commence à lui crier non, fais pas ça, touche pas, mets pas ton nom, fais rien du tout et tout. Et on commence à avoir peur, on commence vraiment à avoir très peur. Et on part. Et sur le chemin, on voit que... Tu te souviens le couloir que je t'ai dit que la création dit qu'il datait des années 70? Il y a eu des nouveaux dessins, où c'était des nouveaux tags, où les tags n'étaient pas des tags, c'était un cercle avec un V dedans. Le V dépassait du cercle, et il y avait écrit du sang pour le dieu des dieux, ou un truc comme ça, je sais pas c'était quoi. Et juste en dessous de ça, il y avait des traces de mains avec du sang. On rigole au début, on se dit c'est une blague, sauf qu'en fait, c'était frais. C'est-à-dire que si je prenais quelque chose et je frottais, ça s'effaçait. Donc là, on commence à paniquer, on commence à sortir. D'ailleurs, j'ai toujours chez moi un des vêtements que je portais quand j'étais là-bas. Il est juste derrière moi en plus, subhanallah. Subhanallah, ça veut dire
je sais pas comment l'expliquer en français. Désolé. Enfin, c'est en gros le hasard, Dieu l'a mis là. Enfin bref, je sais pas comment l'expliquer dans ce sens-là. Excuse-moi. J'étais avec un truc du Bayern, j'ai tellement couru que je suis tombé, je me suis complètement ouvert la jambe. J'ai ouvert mon bas du Bayern et tout. Enfin bref, j'étais en panique. On est sorti. On ressort au même endroit hein, devant la police, tout ça, et on est en panique, on a peur. On décide de plus y aller du tout. Et moi, j'avais mis ces vidéos sur Twitter, parce qu'avant j'avais un compte Twitter qui était pas famous, mais j'avais 300, 400 abonnés. Par contre, je me tapais des retweets de ouf sur ça. Et un jour, il y a un mec qui vient me parler. Et il me dit, ouais, tu ne sais pas ce que tu fais, tu sais pas où t'étais, supprime, tu vas avoir des problèmes. Donc moi, je commence à rigoler avec lui, je fais, mais tu veux quoi et tout, il me fait, viens DM. Donc je vais en DM, et là, il me parle, c'est un mec de Lyon. Il me dit, supprime avant qu'il voit ça et tout. Je viens de voir ton Twitter sur un forum satanique et tout, supprime et tout avant qu'il te trouve. Je fais, comment ça? Il m'envoie le lien d'une page satanique. Ah, double M, je suis parti sur un forum satanique où ça partageait des gosses et tout, enfin des gosses aux yeux noirs, enfin bref. Donc je vois, il y a mon Twitter. Je fais wow, c'est quoi ça? Je regarde et en fait les mecs qui parlaient, ils disaient regardez, un initié a trouvé une salle et tout, où est-ce que c'est, je rêve d'y aller, etc. Et moi j'étais en mode, mais wesh, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette blague? Et je te le jure, voilà, tout ce que je te dis c'est vrai, au nom de Dieu, tout ce que je te dis que c'est vrai. Du coup le mec je lui parle, il me dit qu'il croit en aucune religion, du coup il est devenu satanique, enfin il s'intéresse au satanisme et tout, mais il était très gentil le mec quand il me disait. Il s'intéresse au satanisme, il avait que 16 ans, paix à son âme. Qui s'intéressait à ça, tout ça, donc il m'explique certains signes, je lui explique ça c'est quoi, il me dit, alors ça c'est les astres, ça ils ont fait ça genre d'une pleine lune, ça nanani nanana, et après il me dit un truc qui m'a fait froid dans le dos, il m'a dit le petit panier que t'as vu, ça veut dire qu'ils ont sacrifié un enfant. Je lui fais quoi? Il me dit si, ils ont sacrifié un enfant, les petits paniers c'est pour mettre des petits os. Est-ce que t'as trouvé des poubelles à côté? J'ai fait oui, il y avait 2 poubelles, une pour des papiers et une où il y avait rien dedans. Il me dit ça c'est les os, ils les ont brûlés et ils ont dû s'en débarrasser. Je dis mais c'est pas possible et tout. Il me fait si c'est très possible. Rigole pas avec ces choses-là, je te conseille de plus jamais y retourner. Si un jour tu les croises avec tes potes, fuis. J'étais en mode ouais mais ils doivent pas être beaucoup, etc. Il me dit des gens comme ça c'est une société entière. Ils sont pas 3-4 à faire ça, le mur comme ça, entre le temps où t'es parti et le temps où t'es reparti. Il a fallu peut-être une dizaine, vingtaine de personnes pour écrire ce qu'ils ont écrit, sachant qu'ils n'écrivent que pendant la nuit. Donc toi t'as eu de la chance d'être reparti un jour, ils sont pas partis, t'as de la chance d'être parti après leur sacrifice, sinon ils auraient pu te le faire, et je suis en train de péter un câble. Et il me le dit très sérieusement ça, il me le dit de manière très froide, ils auraient pu se servir de vous et tout, au moins vous faire peur. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que la vie de ces enfants est sacrée pour un nombre certain de détraqués. Les enfants sont la cible de réseaux très structurés qui jouissent d'une impunité sans nom. Je prendrai le très simple et très connu cas de Jack Lang et l'affaire du Coral par exemple. Pour ça, je vous laisse écouter celui qui le dénonçait il y a bien des années. Parce qu'il y a encore 10 ans, il existait une morale. Personne n'exigeait que personne ne respecte exactement cette morale. Mais la morale existant, le tordu ou le pourri qui sortait vraiment de cette morale savait qu'il faisait quelque chose qui n'était pas très droit et qui n'était pas très juste. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une gamine est morte d'overdose dans un bar en Belgique. C'était la fille d'une prostituée qui l'avait confiée au patron du bar, et le patron du bar la faisait monter. Elle montait avec des clients, et comme la gamine hurlait trop, eh bien, il la bourrait de drogue. Eh bien, si nous étions au pouvoir, je peux vous dire que le soir même, on descendrait dans ce bistrot et que les patrons et les clients seraient pendus devant la porte. Parce que c'est comme ça qu'il faudra que les choses se passent si on veut que notre patrie et le monde occidental survivent à la vague de merde qui est en train de se déclencher. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai,
a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jacques Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Voilà le message que je voulais vous passer. Voilà mes amis, Roger Olindre, qui était un proche de Jean-Marie Le Pen, qui n'est plus de ce monde et qui a eu ce courage qu'on peut lui reconnaître de mettre à jour cette sombre affaire du Choral qui était ce qu'on appelait un lieu de vie éducatif datant des années 60 et qui se situait dans le Gard à 30 km de Nîmes. Dans ce lieu de vie étaient suivis des enfants de la DAS, des enfants en grande partie handicapés, des autistes, des enfants souffrant d'un retard mental ainsi que ce qu'ils appelaient déjà à l'époque des cas sociaux prédélinquants. C'est en 82 que des enfants vont réussir à se sauver et seront recueillis chez une voisine et vont parler de pratiques pédophiles et le reste appartient à l'histoire. Donc encore une fois, pourquoi une telle indignité telle que ce que nous pouvons lire sur les réseaux sociaux, toute cette fachosphère appelant à la ratonnade d'Algériens ou encore le parti Reconquête d'Éric Zemmour qui surfe sur le meurtre de cet enfant au point de donner les noms de personnes qui pour plus des 3/4 sont mises hors de cause dans cette affaire. Pire encore, Maître Zemmour ira jusqu'à acheter des noms de domaine, lancera une pétition pour siphonner des mails et mettra en place un hashtag associé au nom des domaines achetés la veille. C'est ce qu'on appelle du digital marketing mortifère pour susciter de l'engagement en surfant sur un drame, pour se créer une base de données, de la pure récupération, du pur calcul politique, en gros un fait divers pour un fait politique et du buzz sur les réseaux sociaux à brandir ce terme de francocide pour imposer et matraquer une rhétorique nauséabonde. Vous savez, ce genre de drames ne sont jamais médiatisés gratuitement, mes amis. Pourquoi les médias donnent autant de détails sordides? Ça ne leur ressemble absolument pas. Pourquoi n'ont-ils pas précisé qu'après les attentats de Nice, par exemple, une grande partie des victimes se sont vues prélever tous leurs organes? Pourquoi être autant sélectif? C'est tout simplement ce qu'on appelle des psyops, mes amis. C'est-à-dire des opérations de manipulation psychologique de haut vol sur la masse menées par des services. Ils cherchent par l'émotionnel à causer un trouble sectaire. L'affect est le talon d'Achille de la masse et ils le savent. Cette suspecte dans l'affaire était bien sur place, mais pas seule. Ensuite, par son profil psychologique, on comprend facilement qu'il y a une forte manipulation derrière. Quelqu'un qui a tiré les ficelles. Une telle opération nécessite de la main-d'œuvre ainsi qu'une figure de proue qu'on jettera en pâture. Ces opérations sont ce qu'on appelle des crimes sous dissociation mentale et font partie d'un programme connu que vous connaissez et s'alignent parfaitement dans la stratégie du choc. Sa sœur a témoigné en disant que son comportement changeait, qu'elle se levait la nuit et parlait seule. Son copain a aussi témoigné en ce sens et je vous laisse écouter. La dernière fois que je l'ai vue, c'était il y avait 10 jours. C'est vrai qu'elle avait un peu perdu les bouts par rapport à sa mère et à son père. C'est-à-dire perdu les bouts dans le sens où elle marchait un peu, elle parlait toute seule. Genre elle parlait entre ses lèvres et moi je lui disais t'as dit quoi? Rien, c'est entre moi et moi. Genre elle voulait pas me dire. Elle parlait toute seule un peu, elle avait un peu. Moi je me suis dit c'est juste par rapport au choc de sa soeur parce que sa soeur était aussi à l'hôpital et tout. Donc je me suis dit c'est par rapport à ça. Vous disiez qu'elle a peut-être eu des visions. Ouais, elle m'a dit que, mais genre dans son rêve, elle m'a dit dans mon rêve je vois beaucoup ma mère, je sais pas qu'est-ce qu'elle me dit. Genre elle lui donne le truc, genre elle voit sa daronne, sa mère dans le rêve, mais ce qu'elle lui dit, je sais pas, elle m'a dit, elle me parle en charabia. Okay. Genre je comprends pas, genre je vois ma mère mais elle me parle, mais elle comprend pas ce qu'elle lui dit. Okay. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit, c'est bon, genre elle était un peu, elle déraillait par rapport à la religion, elle me disait, c'est bon, je vais aller faire la croix, je vais être
une chrétienne, je vais aller à l'église. Elle m'a dit, je suis parti à l'église, j'ai fait la croix et tout et tout. J'ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, parce que c'est bon, j'en ai marre, je sais plus où je suis, ma mère est morte, mon père est mort. Je suis totalement perdu. Elle a commencé à rentrer dans l'évangélisme ou dans le truc, parce que je l'ai vu faire un petit... avec le stylo, un petit, comment on dit, un triangle. Un triangle Un triangle avec un œil. Elle est très charmante, elle est très belle, elle est très mignonne, elle est très aimable, elle est très... En plus, j'ai pas connu juste comme ça, elle est sortie avec moi, genre même en dehors, elle est venue avec moi à Marseille, elle est venue avec moi à Cannes, on a fait la Côte d'Azur ensemble, je sais pas quoi dire. Quand j'ai su que c'était elle, je suis tombé en 1000 morceaux, j'étais complètement choqué. Donc elle n'était pas en mesure, selon moi, de mener à bien une telle opération dans le sens où il faut des personnes lucides, froides, méthodiques. De même, où est passée la bouteille de sang qui a été mentionnée, car ce sang a bien été récupéré. Les psy-ops, mes amis, sont redoutables et sont utilisés depuis longtemps à travers les nombreux attentats terroristes qu'a pu connaître la France par exemple. Je ne suis pas dans le déni, mais je vous invite à bien analyser les profils des personnes impliquées à chaque fois pour le comprendre. Dans 80% des cas, ils sont tués et les autres jetés aux oubliettes dans un isolement total pour ne pas risquer qu'ils reprennent leurs esprits et se mettent à parler. Ces opérations apparaissent quand plus rien ne fonctionne et que l'État se retrouve dans l'impasse sur bien des sujets. Ils détournent et exacerbent la colère, créent la division, font monter les tensions, ils vont créer une diversion pour masquer autre chose. Regardez juste, on commence par 4 Algériens et on finit par une étrangère sans papier. Et je précise que ces faits récurrents sont bien là, on est d'accord là-dessus. Mais pourquoi l'État laisse entrer en masse des migrants de 15 à 35 ans qui zonent dans les rues, rackettent les gens, tuent? Si ce n'est pas pour mettre en avant, comme l'a fait BFM, les bienfaits de la vidéosurveillance lors de cette enquête, à quoi cela pourrait servir? Qui refusera d'être suivi du matin au soir après de tels événements? Il y a certes beaucoup de problèmes avec la communauté maghrébine en France, beaucoup de tares criminogènes. Ça, on ne peut pas le nier, mais pourquoi personne n'a fait autant de bruit lorsqu'une femme musulmane se fait larder de coups de couteau à Nantes? Elle a pourtant été traquée par une personne qui, selon les médias mainstream, voulait l'attraper par les cheveux, mais qui, en réalité, lui a arraché son voile selon plusieurs témoignages et selon les médias locaux. Donc on a là un crime islamophobe complètement occulté par les grandes chaînes d'infos continues. Pas la même valeur peut-être. Elle laisse quand même 4 enfants derrière elle, on en parle ou pas intéressant. On parle des manifs d'octobre 61, de ceux qui se sont retrouvés noyés dans la Seine. Donc voyez-vous l'indignation, on peut en parler aussi. Ici, Zemmour par exemple se moque complètement de la mort de cet enfant. Si vous jetez un œil au petit détective, vous verrez que ceci touche tout le monde et que les criminels sont bien trop souvent blancs. J'ai horreur de ce genre de comparatif morbide, mais il est bon de temps en temps de réveiller les amnésiques. Et je vais d'ailleurs vous épargner la longue liste des tueurs en série, violeurs, assassins d'enfants, car vous verriez qu'une fois de plus, la grande majorité sont le pur produit du pays même où se déroulent les faits. Vous avez également dû voir ce reportage ces derniers jours sur le scandale de l'ASE. Encore une fois, que se passe-t-il dans beaucoup de familles d'accueil qui, encore une fois, sont tout sauf maghrébines? Vous voyez, il n'est pas difficile de jouer sur ce terrain. Les politiques n'ont que des objectifs. Les Algériens sont un dommage collatéral dans cette affaire précise. Je dis bien pour cette affaire, car pour d'autres, oui, on pourrait leur taper dessus, tout comme on pourrait taper sur les trafiquants de drogue marocains, et j'en passe. Moi, je ne suis pas dans le déni, croyez-moi. Mais là, vous mettez gratuitement des personnes en danger qui ne demandent rien, si ce n'est vivre leur vie tranquillement. Les Algériens devraient même entamer des actions en justice et poursuivre toutes ces personnes, aussi nombreuses soient-elles, qui depuis des jours déversent un racisme exacerbé et qui incitent à la haine sur les réseaux sociaux en mettant directement en danger l'intégrité de toute personne pouvant être assimilée à ce qu'ils décrivent comme étant le mal absolu. En tout cas, il y a matière à faire. Pour ma part, je vais m'arrêter ici. Il y a bien des détails sur lesquels nous reviendrons dans une autre vidéo, mais en tout cas, je souhaite beaucoup de patience à la famille de cette petite, que son âme repose en paix, et que de tels actes ne se reproduisent plus, même si sur ce dernier souhait, je n'ai pas grand espoir. Surveillez vos enfants, soyez plus proches d'eux, sacrifiez du temps pour eux. Vos boulots ne vous ramèneront pas vos proches le jour où arrivera un drame, et je parle vraiment pour ceux qui ont
tendance à oublier qu'ils ont enfanté. Laissez ce qui vous bouffe le temps de côté si vous le pouvez, car le manque de temps et de préoccupation peut parfois mener au drame. Trop d'enfants seuls dans la rue, ce qui pour moi n'est pas normal. Je vous laisse là-dessus mes amis, prenez tout soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.